Les parents du fiancé de Cathy insistèrent pour qu'elle signe un accord prénuptial disant « Ceci est la maison de Nicolas, et tu partiras sans rien ». Ils célébrèrent avec suffisance après qu'elle eut hérité de 22 millions de dollars. Jusqu'à ce qu'elle remette les papiers du divorce et leur montre exactement ce que disait l'accord prénuptial. Cathy aurait dû tourner les talons quand la mère de Nicolas lui tendit cet accord prénuptial avec un sourire suffisant. Mais elle ne le fit pas, parce qu'elle était amoureuse et pensait que Nicolas était différent d'eux. Elle avait tort. Quand Cathy rencontra Nicolas, elle se débrouillait bien. Elle avait un emploi solide en ingénierie logicielle, vivait dans un bel appartement à San Diego et était financièrement indépendante. Elle n'était pas riche, mais elle ne luttait pas non plus. Nicolas, en revanche, avait grandi avec de l'argent. Ses parents, Tracy et Andrew, possédait une société immobilière et l'avait gâté toute sa vie. Il lui avait acheté une maison à La Jolla, payé ses frais de scolarité universitaire et s'était assuré qu'il ait un poste confortable dans leur entreprise. Il était habitué à un certain style de vie, celui dont Cathy ne s'était jamais vraiment souciée. Quand ils commencèrent à sortir ensemble, elle pouvait dire que ses parents ne l'approuvaient pas. Tracy posait des questions insistantes sur ses origines, son travail et le statut de sa famille. Andrew lui parlait à peine. Ils n'étaient pas ouvertement impolis, mais ils lui firent clairement comprendre qu'elle n'était pas ce qu'ils avaient en tête pour leur fils. Mais Nicolas la faisait se sentir spéciale. Il lui disait qu'il se fichait de ce que pensaient ses parents, qu'il l'aimait. Et comme une idiote, elle le crut. Quand Nicolas la demanda en mariage, Cathy fut ravie. Elle pensait que sa famille l'accepterait enfin. Au lieu de cela, ils les invitèrent à dîner et la prirent au dépourvu. Tracy se versa un verre de vin, adressa à Cathy un sourire pincé et dit « Avant d'aller plus loin, nous devons discuter de quelque chose d'important. » Andrew sortit un dossier cartonné et le fit glisser sur la table. « Un accord prénuptial ?» demanda Cathy doucement. « Ce n'est qu'une formalité, » dit Tracy, d'un air presque ennuyé. « Cela protège Nicolas et garantit qu'en cas de divorce, tu n'auras droit à rien qui ne t'appartienne pas. » Cathy regarda Nicolas, attendant qu'il la défende. Il resta assis là, fixant son assiette. Andrew s'éclaircit la gorge. Ceci est la maison de Nicolas, ses actifs, son futur héritage. Si les choses ne marchent pas, tu partiras avec ce avec quoi tu es venu. Elle ne leur avait jamais demandé d'argent. Jamais laissé entendre qu'elle voulait une part de leur richesse. Pourtant, il la traitait comme une croqueuse de diamants essayant de piéger leur fils. Tracy sourit. « Je suis sûre que tu comprends. » Elle comprenait. Cathy comprenait exactement ce qu'il pensait d'elle. Elle aurait dû partir, mais elle était amoureuse et elle pensa « Je n'ai pas besoin de leur argent. Cela n'aura pas d'importance. » Alors, elle signa. Et ils avaient l'air tellement contents d'eux. La première année fut bonne. La deuxième année fut correcte. À la troisième, Cathy commença à voir les fissures. Nicolas changea. Ou peut-être commença-t-elle simplement à remarquer les choses qu'elle avait ignorées auparavant. Il prit ses aises. Trop ses aises. Il cessa de faire des efforts, cessa de la traiter comme une priorité. Chaque fois qu'elle en parlait, il levait les yeux au ciel et disait « Tu es dramatique ». Pire encore, il commença à parler comme sa mère. Petite remarque, petite pique. Tu portes vraiment ça? Peut-être que tu devrais envisager le botox. Tu devrais être reconnaissante. Je m'occupe des choses. Peu importait que Cathy travaille à plein temps. Peu importait qu'elle contribue à parts égales aux dépenses. Même s'il vivait dans une maison que ses parents lui avaient donnée, mais pour lui, c'était toujours sa maison, son argent, sa vie. Elle avait juste de la chance d'en faire partie. Ses parents, bien sûr, encourageaient cela. Ils venaient à l'improviste, critiquaient sa décoration, se plaignaient si elle déplaçait quelque chose. Il était clair qu'ils considéraient toujours cela comme leur maison et Cathy comme une simple invitée temporaire. « Tu as tellement de chance que Nicolas s'occupe de toi », disait Tracy avec un sourire entendu. Cathy en avait assez de se disputer. Assez de se battre pour le respect dans une maison où elle ne serait jamais considérée comme une égale. Puis, de nulle part, tout changea. Son oncle décéda. Il n'était pas proche, mais il n'avait pas d'enfants et très peu de parents. Elle n'y pensa pas beaucoup jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de son avocat.
Il lui laissait tout. 22 millions de dollars. Quand Cathy le dit à Nicolas, il se figea. Sa première réaction ne fut ni le choc ni la sympathie. Ce fut « Attends, combien ?» Et soudain, comme ça, elle était digne d'intérêt. Ses parents, qui avaient passé des années à la traiter comme si elle était jetable, ne pouvaient soudainement plus s'arrêter de la louer. Tracy l'invita à déjeuner. Juste elle. Elle sourit de l'autre côté de la table et dit « J'ai toujours su que tu étais spécial. » Andrew, qui lui avait à peine parlé en 6 ans, voulut soudainement parler affaires. Il lui demanda si elle avait des projets pour son héritage. Nicolas devint attentionné. D'où? Il lui dit qu'il voulait qu'ils partent en vacances, qu'ils investissent ensemble dans l'immobilier. Cathy les laissa célébrer. Les laissa croire qu'ils avaient gagné. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à trinquer à leur heureux concours de circonstances, elle était occupée à rencontrer son avocat et à sortir l'accord prénuptial qu'il l'avait si gracieusement forcé à signer. Le même accord prénuptial qui protégeait tous les actifs de Nicolas, mais ne faisait rien pour protéger les siens. Elle ne dit pas un mot. Pas encore. Elle sourit simplement et commença à planifier sa sortie. Elle joua le jeu pendant des semaines. Elle laissa Nicolas penser qu'ils étaient soudainement redevenus le couple parfait. Elle laissa ses parents croire qu'elle était enfin digne de leur temps. Elle écouta Nicolas faire de grands projets pour son argent. Il commença à laisser entendre qu'il voulait acheter une nouvelle maison de vacances. Puis ce fut la rénovation de sa maison. Puis ce fut d'investir dans l'entreprise de son père. C'est logique, dit-il un soir, de garder la richesse dans la famille. Pas une seule fois il ne lui demanda ce qu'elle voulait en faire, parce que pour lui, son argent n'était pas vraiment le sien. Et c'est là qu'elle sut qu'il ne l'avait jamais aimée. Pas vraiment. Elle n'avait été qu'un substitut, une épouse commode, une bonne image pour sa famille. Et maintenant qu'elle avait quelque chose qu'il voulait, ils avaient tous décidé de prétendre qu'elle comptait. Alors elle joua son rôle. Elle sourit à leurs faux compliments. Elle laissa Nicolas la baratiner. Elle laissa Tracy lui prendre le bras au brunch comme si elles étaient les meilleures amies du monde. Et pendant ce temps, elle agissait. D'abord, elle ouvrit un compte bancaire séparé à son nom. Elle y transféra son héritage. Nicolas n'y avait aucun accès. Puis elle engagea un avocat. Elle voulait savoir exactement à quoi elle avait affaire. Et c'est là qu'ils examinèrent l'accord prénuptial ligne par ligne. Il s'avéra que Tracy et Andrew avaient été tellement concentrés sur la protection de leur propre argent qu'ils n'avaient pas pensé à inclure une clause protégeant Nicolas d'elle. S'ils divorçaient, il n'obtiendrait pas un seul centime de son argent. Pas un sou. Elle faillit rire quand son avocat le souligna. Le document même qu'il l'avait forcé à signer, celui qui était censé garantir qu'elle partirait sans rien, était maintenant la chose même qui la protégerait. Mais elle n'avait pas fini. Elle commença à se préparer à partir. Étape par étape, elle démêla sa vie de celle de Nicolas. Elle rassembla tous les documents financiers dont elle avait besoin. Elle commença discrètement à chercher sa propre maison, une propriété en bord de mer à la Jolla, payée intégralement, la sienne. Et quand tout fut en place, elle n'eut plus qu'à attendre une dernière poussée. Et bien sûr, Nicolas la lui donna. Nicolas commença à rentrer tard. Au début, elle pensa qu'il était peut-être juste occupé. Après tout, il travaillait soudainement si dur pour l'impressionner, essayant de la convaincre qu'ils devaient faire de gros investissements ensemble. Mais ensuite, un soir, son téléphone vibra alors qu'il était sous la douche. Elle y jeta un coup d'œil, et c'était là, un message d'une certaine Lucie. « Hâte de te revoir ce soir. » La dernière fois était incroyable. Elle ne ressentit rien, ni douleur, ni choc, juste un sentiment froid et rampant de finalité. Elle cliqua sur leurs messages, des mois de SMS, de photos, de plans. Cela durait depuis longtemps, probablement avant son héritage. Et c'est là qu'elle réalisa que Nicolas n'en avait pas seulement après son argent. Il essayait de sécuriser son avenir avant de la quitter. Il pensait la manipuler, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle ne le confronta pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle appela un détective privé. Si Nicolas voulait jouer sale, elle jouerait plus intelligemment. Cela ne prit pas longtemps. En une semaine, elle avait des photos, des vidéos, des preuves.
Nicolas avec Lucie dans des hôtels, dans des bars, l'embrassant, la touchant, la regardant comme il n'avait pas regardé sa propre femme depuis des années. Parfait. Elle apporta les preuves directement à son avocat. Prête, demanda-t-elle. Son avocat sourit. Allons-y, un soir, Nicolas rentra de bonne humeur. Il lui embrassa la joue, se versa un verre et commença à divaguer sur une excellente opportunité commerciale dans laquelle son père voulait qu'il investisse. C'est là qu'elle fit glisser les papiers du divorce sur la table. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Il feuilleta les pages. Son expression passa de la confusion à l'horreur. Tu plaisantes, dit-il en riant nerveusement. Elle ne plaisantait pas. Il ricana, secouant la tête. Tu réalises que tu n'auras rien, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne sais pas quel genre d'avocat tu as engagé, mais l'accord prénuptial. Elle sortit sa copie de l'accord prénuptial, le même que ses parents l'avaient si fièrement forcé à signer. Elle tourna à la clause exacte que son avocat avait signalée. Celle qui disait que Nicolas n'avait aucun droit sur l'argent ou les actifs qu'elle obtiendrait pendant le mariage. Son visage perdit toute couleur. Ce n'est pas. Commença-t-il, feuilletant les pages comme s'il espérait trouver une faille. Toi et tes parents vous êtes assurés que je partirai sans rien de ce qui est à vous, dit-elle. Vous avez juste oublié de vous assurer que vous obtiendriez quoi que ce soit de ce qui est à moi. Silence. Tracy et Andrew n'étaient pas là pour l'aider. Il n'y avait pas de plan B. Pas de sauvetage de dernière minute. Il était seul. Et elle n'avait pas terminé. Elle sortit l'enveloppe. Au fait, dit-elle, la voix légère, désinvolte. Tu voudras peut-être regarder ça. Elle jeta les photos de lui et Lucie sur la table. Sa liaison en haute définition. Il devint complètement immobile. Elle sourit. Je ferai savoir à mon avocat que tu as tout vu, dit-elle. Nous vous contacterons. Puis elle attrapa son sac, ses clés, et sortit, laissant Nicolas seul dans sa maison. La maison qu'elle n'avait plus à prétendre être son foyer. Et elle n'avait pas encore fini. Elle n'eut pas de nouvelles de Nicolas cette nuit-là ni le lendemain matin. Puis Tracy appela. Pas Nicolas, pas son père, sa mère. Elle fixa son téléphone, regardant le nom clignoter sur l'écran. Elle laissa sonner. Puis encore, puis une troisième fois. Finalement, elle décrocha. Comment as-tu pu faire ça à Nicolas? Exigea Tracy. Elle faillit rire. Faire quoi? Le quitter. Divorcer de lui? Le dénoncer pour adultère. Tu ruines sa vie, lança-t-elle. Et pourquoi? Une vengeance mesquine? Oh, c'était trop fort. Vous m'avez forcé à signer un accord prénuptial. Vous m'avez clairement fait comprendre que je n'étais rien dans votre famille. Et maintenant vous êtes en colère parce que je pars. Tu le détruis. Non, dit-elle calmement. Je le laisse juste affronter les conséquences de ses propres actions. Tracy resta silencieuse une seconde. Puis, d'un ton plus bas et plus sec, elle dit, tu regretteras ça. Et puis elle raccrocha. Elle se pencha en arrière, expirant. Oh, alors c'est comme ça qu'il voulait jouer. Bien. Les jours suivants furent calmes. Trop calmes. Puis son avocat appela. Il conteste l'accord prénuptial. Elle cligna des yeux. Quoi? Ils essaient de prétendre qu'il devrait être annulé en raison de circonstances inéquitables. Elle éclata de rire. Inéquitable. Ils avaient rédigé cette fichue chose. Mais Tracy et Andrew n'étaient pas stupides. Ils étaient puissants. Ils avaient des relations. Ils avaient de l'argent. Et maintenant qu'ils savaient que Nicolas repartait sans rien, ils se démenaient pour trouver un moyen de l'arrêter. Mais elle s'y attendait. Elle s'y était préparée. Et il lui restait une dernière carte à jouer. Le jour de l'audience arriva. Nicolas, Tracy et Andrew se présentèrent avec 3 avocats. Cathy se présenta avec son avocat et un expert comptable judiciaire. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de trouver un moyen de prendre son argent, elle avait fouillé dans le leur. Et ce qu'elle trouva? Des transactions commerciales douteuses, de la fraude fiscale, des actifs cachés.
Tracy et Andrew falsifiaient les comptes de leur entreprise depuis des années. Et maintenant, Cathy avait tous les documents, les preuves et les reçus. Alors, quand leur avocat tenta avec suffisance de soutenir que l'accord prénuptial était inéquitable, son avocat se pencha en avant, plaça une épaisse pile de papier sur la table et dit, « Avant d'aborder cela, Votre Honneur, nous avons quelque chose à présenter. » Cathy regarda le visage de Tracy perdre toute couleur. Andrew se raidit. Nicolas avait juste l'air confus parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis le juge feuilleta les documents, leva les yeux et dit, « Monsieur et Madame Anderson, comprenez-vous la gravité de ce que je regarde ?» Tracy vacilla physiquement sur son siège. La mâchoire d'Andrew se serra. Nicolas, il n'avait toujours pas compris. « Votre entreprise s'est livrée à des malversations financières, » continua l'avocat de Cathy. Et étant donné que Nicolas est également répertorié comme cadre, il pourrait également être impliqué. C'est alors que Nicolas parla enfin. « Quoi ? Non, je ne m'occupe pas des finances. Je ne. » Il se tourna vers ses parents. « Maman, papa. » Mais ils ne le regardaient pas. Ils regardaient Cathy parce qu'ils avaient enfin compris. Elle ne partait pas seulement. Elle ne prenait pas seulement son argent pour s'en aller. Elle les entraînait dans sa chute. Tout s'effondra rapidement. Le juge refusa d'annuler l'accord prénuptial. L'héritage de Cathy resta le sien et uniquement le sien, mais Tracy et Andrew faisaient soudainement face à une enquête financière à grande échelle. Nicolas, eh bien, son nom figurait sur plusieurs de ces transactions frauduleuses. Qu'il sache réellement ce qui se passait ou n'en avait pas d'importance. Sur le papier, il était impliqué. Cela signifiait qu'il faisait l'objet d'une enquête aussi. La maison, partie. L'entreprise, gelée. La réputation qu'ils avaient mis des années à protéger, brisée. Et Cathy, elle s'en alla. Riche, libre, intouchable. Les derniers mots de Tracy résonnaient dans sa tête. « Tu regretteras ça. » Non, pensa Cathy. C'est Tracy qui regretterait. Nicolas essaya de l'appeler encore et encore. D'abord, il était en colère. « Tu m'as piégé. Tu as ruiné ma vie. » Puis il fut désespéré. « Nous pouvons arranger ça. Parle-moi, c'est tout. » Puis il pleura. Elle ignora chaque appel. Tracy et Andrew avaient de plus gros problèmes. Le fisc était sur le dos de leur entreprise. Les enquêteurs gelaient leurs comptes, épluchaient leurs dossiers. Leurs amis, les gens riches et puissants qu'ils avaient passé des années à impressionner, étaient introuvables. Cathy entendit dire par une connaissance commune qu'ils avaient été forcés de vendre leur manoir de Rancho Santa Fe pour couvrir les frais de justice. Et Nicolas, avec ses parents qui se noyaient, il ne lui restait plus rien. La maison dans laquelle Cathy avait autrefois vécu, celle dont ils avaient juré qu'elle ne l'obtiendrait jamais, saisie. L'argent qui, pensait-il, les protégerait toujours, disparut. La réputation qu'ils appréciaient plus que tout, détruite. Et Cathy, elle était enfin libre. Quelques mois plus tard, elle reçut un appel d'un numéro familier. Lucie. Oui, cette Lucie. La maîtresse de Nicolas. Cathy hésita à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. « Tu es une S ?» lança Lucie à la seconde où Cathy répondit. Cathy se pencha en arrière dans son fauteuil, souriant. « Je suppose que Nicolas ne t'a pas tout dit. » Silence, puis un rire amer. « Il est fauché. » Cathy ne dit rien, la laissant se défouler. « Il m'a dit que nous commencerions une nouvelle vie ensemble. Que nous aurions de l'argent, une maison, tout. Mais après ton petit numéro au tribunal, il n'a plus rien. » Cathy eut presque pitié d'elle. Presque. Au lieu de cela, elle laissa échapper un léger fredonnement. « Alors, que veux-tu que j'y fasse ?» Sa voix devint sèche. « C'est ton mari. » Cathy rit. « Plus maintenant. » Puis elle raccrocha. Elle ne pensait plus beaucoup à Nicolas. Mais elle entendit dire par des bruits de couloir qu'après que tout se soit effondré, il était retourné vivre chez ses parents. Sauf que cette fois, ce n'était pas dans un domaine de luxe. C'était dans un appartement en copropriété loué, sans entreprise, sans richesse, sans réputation. Et Cathy. Elle emménagea dans sa propre maison en bord de mer à La Jolla, payée intégralement.
Pas de belle famille, pas de mari contrôlant, personne ne lui disant qu'elle avait de la chance d'être incluse dans leur monde, parce que maintenant elle en avait construit un meilleur.